Nous sommes le 1er janvier, je te propose qu'on aille se balader ensemble en Normandie. Et j'ai pas besoin de maquillage pour prouver qu'on est le 1er janvier. Je pense que c'est assez évident aujourd'hui. Donc on va mettre la caméra dans l'autre sens et on va se promener ensemble si ça te dit. Tu as peut-être reçu ce matin des messages de bonne année de la part de tes amis. Et tu remarqueras que c'est pas toujours les meilleurs qui envoient ça. Bizarrement. Parfois c'est des messages éclatés. Comme dirait mon fils, c'est des espèces de vieux gifs qui n'ont aucun sens avec des feux d'artifice. Et t'as peut-être aussi passé des vacances de Noël qui étaient, comment on pourrait dire ça, particulières. Et peut-être que quand t'as parlé de ces vacances de Noël à tes amis, ils t'ont répondu Noël, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé malgré tout. Et c'est ce quand même qui montre que on est tous à peu près dans cet état aujourd'hui. On est tous coincés dans un truc qui est dur à définir. Alors avant tout, je ne te souhaiterais pas une bonne année aujourd'hui. Pas parce que je suis pessimiste, mais parce que les années ne deviennent pas meilleures lorsqu'on change un nombre sur un calendrier, juste parce qu'il y a un chiffre en plus. Elles deviennent différentes parce qu'on arrête de se raconter des histoires. Et si tu es là à regarder cette vidéo, c'est peut-être que 2025 t'a laissé un goût bizarre dans la bouche. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose de catastrophique, mais tu ressens peut-être aujourd'hui un genre de fatigue. Une fatigue émotionnelle, une légère fatigue physique. Si c'est le cas, installe-toi. Je m'appelle Antoine et peut-être que c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler d'un phénomène qui s'appelle le Winter Arc. On est dans quelque chose où on ne se sent pas très bien. Il y a une forme de malaise qu'on a sans jamais réussir à le nommer. Et en fin d'année, tout le monde pense que c'est le moment qui est génial, où la famille se regroupe, où tout le monde est content, alors qu'en réalité, la fin d'année, c'est un moment qui est psychologiquement plutôt violent, mais violent de manière silencieuse. C'est pas verbalisé. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas. C'est un non-dit. En octobre, par exemple, il y a la lumière qui se baisse, il y a ralentissement, il y a moins d'énergie, et peut-être que toutes tes émotions remontent parce que les fêtes de Noël, c'est quelque chose qui est censé être familial, heureux. Et tu ressens comme un espèce de décalage entre ce que tu vis au fond de toi ou ce qui devrait se passer dans ce genre de moment qui devrait être super heureux. Et quand tu regardes autour de toi, tu te dis que les gens n'ont pas l'air aussi heureux que ça. C'est-à-dire que toi-même, tu ressens ce genre de malaise, et chez les autres, tu as l'impression que c'est la même chose. Quelqu'un disait récemment, Nouvel An a changé. Dans le temps, on s'empressait de s'inviter les uns les autres, on allait embrasser des inconnus dans la rue, on trinquait ensemble. Aujourd'hui, la seule envie que t'as, c'est d'être juste tout seul chez toi, tranquille. Beaucoup de gens me disent, Antoine, c'est pas que je vais mal aujourd'hui, mais à Noël, j'ai l'impression que tout me rattrape. Par exemple, il faut faire ses courses, voir la belle-mère, voir la famille, et tout ceci, ça fait remonter des choses qui sont pas forcément toujours agréables. Alors après octobre et novembre, va arriver Noël, qui s'appelle aussi le solstice d'hiver. C'est le retour de la lumière, et c'est censé être la renaissance de la lumière. C'est un moment qui est censé être chaleureux, heureux, mais qui peut réactiver des choses en toi. Réactiver par exemple des absences ou des relations ratées, ou encore un célibat, qu'il soit choisi aujourd'hui ou qu'il soit subi. Et il y a donc un décalage gigantesque entre ce que tu vois dehors et ce que toi tu ressens à l'intérieur. Alors qu'on se mette d'accord, les fêtes ne rendent pas tristes. Les fêtes révèlent ce qui est déjà là. Et tout le monde dit, eh bien, comme je me sens bizarre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des résolutions de nouvelle année. Et comme ça va tout changer. Les résolutions de nouvelle année, c'est par exemple, je vais faire du sport, je vais maigrir, je ne fumerai plus, je ne boirai plus, je vais faire du fric, je vais trouver l'amour. Ces résolutions, c'est juste une réponse émotionnelle. C'est je ne suis pas bien, donc je dois changer. Et au final, on confond une résolution temporaire, alors qu'en réalité, on devrait mettre en place quelque chose de durable pour avoir un changement réel. Et là, toi, t'arrives en janvier, t'es pas effondré, t'es pas au sol, mais tu te sens fatigué, tu te sens usé, tu te sens comme vidé de l'intérieur. Une femme m'a confié, je ne pleure même plus parce que je me suis habitué. Là, dans ce cas-là, t'as un signal d'alarme qui est très fort. Quand tu commences à t'habituer à la frustration.
c'est que tu as conscience de souffrir et que tu t'y es habitué. Là, tu es dans une zone rouge, une zone qui est dangereuse. Et tu arrives dans de la fatigue invisible. Et c'est là qu'intervient le terme de négociation avec soi-même. Si ça ne te parle pas, on en parle ensemble. On négocie en interne et c'est une stratégie de survie. On négocie avec nous-mêmes parce qu'on ne sait pas faire autrement. On va négocier par exemple pour éviter la peur du vide. Le cerveau humain déteste le vide. On négocie parfois aussi parce qu'on a peur d'avoir perdu notre temps, parce qu'on regrette des choses, parce qu'on doit accepter d'autres choses. En fait, tu n'es pas fatigué de la situation, tu es fatigué de devoir te mentir, que ce soit conscient ou inconscient, pour tenir. Voici un exemple simple de négociation interne. Une femme se dit « Mon couple ira mieux, ce n'est qu'une phase, mon mari est stressé en ce moment, et lorsqu'il ira mieux dans pas longtemps, ça ira mieux entre nous. Et je suis sûr que je peux arriver à le faire changer si je change moi également mon comportement. » Alors qu'en réalité, son couple ne fonctionne pas, il n'y a pas de communication, son mari est nul, il n'a aucune attention pour lui, il n'y a aucune preuve d'amour. Mais pour elle, sa négociation interne entre elle et elle-même, c'est de se mentir, parce que c'est beaucoup plus simple. Et c'est pas de la naïveté, c'est pour ne pas devoir affronter une perte. Il serait trop compliqué d'accepter que dans son couple ça se passe mal, et la vraie phrase dans ce cas-là, la vraie négociation interne à laquelle il faut mettre fin, c'est de se dire « ce n'est pas de l'amour qui fait rester cette femme, c'est l'espoir que ça redevienne comme avant ». Ça arrive en amour, cette négociation interne, ça arrive aussi dans le travail, comme par exemple un homme qui ne supporte plus son job depuis des années. Tous les matins, il se lève avec une boule au ventre, il n'est pas bien, il déteste son chef, avec ses collègues, ça se passe mal. Il compte les jours jusqu'aux prochaines vacances de février et il se dit, dans sa négociation interne, de toute façon, c'est partout pareil. Même si je partais dans un autre job, ce serait exactement la même chose. Donc, je dois tenir encore un peu. Encore une fois, tu commences à comprendre, il est en train de négocier avec lui-même. Il ne tient pas parce que ça va, il tient parce qu'il ne voit pas d'autre alternative, parce qu'il arrive à s'auto-convaincre, parce qu'il négocie avec lui-même que finalement, c'est pas si grave que ça. Un autre exemple, c'est une femme qui est célibataire et qui rationaliserait son célibat. Elle se dit par exemple, je suis très bien toute seule, je me choisis, j'ai besoin de personne. Alors, si ça se trouve, elle a raison d'être célibataire, mais peut-être qu'en réalité, elle s'est enfermée sur elle-même. Peut-être qu'elle a éteint son désir, qu'elle l'a pas écouté, et elle se dit que c'est très bien comme ça, que c'est un choix. Et là, c'est une forme de renoncement déguisé. Et il y a une différence entre être seul par choix ou être seul par protection. Et là, en l'occurrence, elle tente de se convaincre que c'est un choix, alors qu'en réalité, c'est une protection. Dans toutes ces histoires que je vous raconte, on n'est pas stupide, on n'est pas faible quand on négocie avec soi-même. C'est juste qu'on est en mode survie, on est en mode négociation avec nous-mêmes. Parce que la vérité serait trop coûteuse, serait trop douloureuse à accepter. Et si tu crois que je me sens supérieur en disant ça, je suis exactement le même, ça m'arrivait à moi aussi. Moi aussi j'ai négocié. J'ai négocié avec le fait de devoir être toujours solide, que je devais toujours tenir, que je devais toujours comprendre les autres, que je pouvais tout encaisser, tout analyser, que je devais toujours tout accepter. Et dans ma tête, je me disais, dans ma négociation interne, c'est normal d'être fatigué. C'est le prix à payer. C'est juste temporaire. Ça ira mieux après. Parce qu'un jour, ça marchera de manière plus simple. La réalité, c'est que je me faisais violence. Alors, quand on pense à de la violence, on pense à un truc spectaculaire, gigantesque et temporaire. En réalité, je me faisais doucement violence chaque jour. Je continuais à avancer chaque jour en ignorant tous les petits signaux très clairs. Mon corps était fatigué. Alors, c'était pas dramatique, c'était juste des petits renoncements chaque jour. Et le souci avec les petits renoncements, c'est qu'on les appelle jamais comme ça. Un petit renoncement, on appelle ça, dans la société, être mature. C'est ça l'étiquette qu'on met dessus. On appelle ça être lucide. On appelle ça avoir de la sagesse. On appelle ça être au-dessus de tout. Un jour, j'ai su devenir lucide avec moi-même. J'ai su accepter que j'allais dans la mauvaise direction. Et ça a été compliqué. Mais j'ai cessé de négocier. Par exemple, quand j'étais fatigué, je l'acceptais. Quand je pouvais plus supporter un truc, je finissais par le dire. Quand c'était trop dur, trop compliqué pour moi, quand j'avais pas la force,
Je le disais, je n'ai pas la force. Et c'est pas aller mieux en un jour, c'est pas aller mieux juste sur une décision, ça a été mieux dans le temps et j'ai recommencé à me sentir vivant. C'était l'avantage que j'arrête de me mentir à moi-même, parce que je m'épuisais. Et quand on comprend ça, on comprend aussi pourquoi est-ce qu'on reste dans des situations qui sont pas forcément les bonnes. Et c'est ça dont on parle jamais. C'est que c'est pas la fatigue qui fait mal. C'est ce qu'on retient à l'intérieur. C'est ce qu'on négocie à l'intérieur depuis parfois des années. C'est toutes ces fois où tu as dû ignorer ce que tu ressentais. C'est toutes ces fois où tu n'as pas osé dire des choses pour pas déranger, pour pas faire des vagues. Tu t'es dit, allez, c'est pas si grave. Je peux prendre sur moi encore un petit peu. Sauf qu'en réalité, ton corps, lui, le savait très bien. Et on a tous tendance à être dur avec nous-mêmes et à s'infliger des choses. Je pense au passage qu'on est notre pire ennemi. On est la personne qui est capable de s'auto-torturer mentalement toute seule. Mais si pendant un instant tu te disais, si un enfant me regardait, ou si mon enfant me regardait, qu'est-ce qu'il penserait de moi et de ma situation? Est-ce qu'il verrait quelqu'un qui s'autorise à être heureux ou juste quelqu'un qui est habitué à encaisser? Parce que les enfants sont super forts pour ça. Un enfant, ça sent tout. Un enfant peut sentir quand tu souris, mais qu'en réalité, tu es triste. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es heureux sur ton visage et que tu montres tout pour être heureux, mais qu'en réalité tu es perturbé par quelque chose d'autre, il le saura. Alors peut-être que là, tu ressens quelque chose maintenant, en voyant cette vidéo. Peut-être que c'est quelque chose que tu veux encore une fois retenir en toi. Ne le retiens pas. C'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui a le droit de se relâcher enfin. Tout ce que tu as porté pendant des années ou tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on reste dans des situations où on n'est pas super heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans? Est-ce que ça veut dire qu'on est stupide, qu'on est faible? Ou parce qu'on est loyal, on va rester dans cette relation? La loyauté, c'est un trait de caractère qui est génial. Mais si jamais il n'y a pas de réciprocité dans la loyauté, alors c'est s'abandonner soi-même. Je ne devrais être loyal que si l'autre en face de moi l'est aussi. Je devrais être généreux que si l'autre en face de moi l'est aussi. Je devrais respecter ma parole que si l'autre en face de moi le fait également. On ne devrait jamais être loyal face à quelqu'un qui ne l'est pas. Et la phrase que j'entends le plus souvent en coaching, c'est une phrase qui est tellement, mais tellement typique. C'est une femme qui va me dire « Je veux rester avec cet homme parce que je veux qu'il change avec moi. Si jamais il changeait avec la femme d'après, je serais la femme la plus triste du monde. Là, j'aurais vraiment tout perdu dans ma vie. » Ce genre de phrase, ce genre de pensée, c'est pas de l'amour, c'est une forme d'espoir conditionnel. C'est je tiens à lui parce que je me dis qu'il va changer un jour. Je suis pas amoureuse de lui, je suis amoureuse du potentiel qu'il change un jour. Et ce sera moi qui fait que cet homme aura une révélation. Ce sera moi l'infirmière qui aurait réussi à transformer cette personne. Mais l'espoir que tu sois un homme ou une femme peut devenir toxique parce que tu peux bêtement faire un calcul. Par exemple, ce calcul, c'est depuis combien de temps est-ce que tu tiens dans cette situation en espérant que ça change? Que ce soit une amitié, un amour, un travail, un mode de vie, un fonctionnement. Depuis combien de temps tu tiens là-dedans? Est-ce que ça fait quelques mois? Quelques années? Quelques décennies? Alors si 2025 t'a épuisé, 2026 va te demander autre chose. Ce ne sera pas de la patience, ce ne sera pas de la compréhension, ce sera plus probablement une perte, une décision, parce que chaque transformation commence par un deuil. Je me souviens de moi, il y a très longtemps de ça, j'avais payé un coach pour un appel téléphonique une fortune. Je crois que c'était $5000 de l'heure à cette époque-là. Je sais même plus les circonstances de pourquoi est-ce que j'ai appelé cet homme-là. Je sais même plus qui c'était. Mais je me souviens de sa toute première phrase. Il m'a dit « Je peux t'accompagner à réussir, mais à quoi es-tu prêt à renoncer ?» J'ai réfléchi, j'ai pas forcément compris cette phrase, il me l'a répété. Si tu veux réussir aujourd'hui, à quoi es-tu prêt à renoncer? Peut-être qu'il faut faire le deuil d'une image que tu as de toi, ou du potentiel de quelque chose qui ne marche pas depuis longtemps, ou d'une version idéalisée. Alors pour 2026, c'est pas une bonne année que je te souhaite, mais c'est peut-être de commencer à envisager ou de songer à être honnête avec toi-même. Avec quoi est-ce que je négocie depuis trop longtemps? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce que je devrais songer à enlever dans ma vie? Prends des décisions qui sont lucides. C'est la seule chose que je peux te souhaiter.
Mon couple est compliqué? Très bien, je l'accepte. C'est la seule chose que je te demande aujourd'hui. C'est d'accepter une chose que tu ne voulais pas accepter avant. J'accepte que mon couple est compliqué. Ça, c'est l'étape 1 et c'est la seule chose que je te demande aujourd'hui. Où mon travail ne me plaît plus, où ma relation amicale est compliquée, où avec mes parents, c'est compliqué, où mon image doit changer. Accepte. Arrête de négocier avec toi, accepte enfin. Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a accepté, on peut faire un petit pas en plus, passer un peu plus à l'action. Aller parler à son mari, aller parler à sa femme, aller parler à son patron et dire voilà, ce boulot est compliqué, ce couple, je m'y retrouve pas dedans aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Étape 3, voir comment est-ce que l'autre réagit en face de toi. Et tu vas voir que l'autre fera tout pour te laisser exactement dans la même situation dans laquelle tu étais à l'initiale. Si tu étais en train de négocier avec toi-même, si tu étais en pleine zone grise, il fera tout pour te remettre dedans, pour ne pas que tu changes. Alors aujourd'hui, commence juste par l'admettre, puis parle-en. Implique les autres pour te soulager. Réduis ton rythme. Dis-le, j'ai envie que ça change. Je veux que ça aille mieux plus tard. Je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est juste le 1er janvier. Ne cherche pas le plan parfait. Fais juste une toute petite action. Même le simple fait d'accepter qu'une situation te fatigue, c'est déjà suffisant. 2026 sera l'année où tu vas te respecter. Que tu sois seul ou accompagné. Ça signifie que tu n'as pas besoin de savoir pile quoi faire aujourd'hui. Tu as juste besoin de te poser une seule question. Et c'est qu'est-ce que je vais arrêter de négocier au fond de moi? Pour conclure cette année, je te souhaite cet alignement, cette vision. La fin du mensonge, de tous les mensonges qu'on se fait à soi-même. Le fait d'être réaliste, l'acceptation. C'est ça qui fait qu'à la fin, il y a tout ton corps qui se libère, qui se soulage, qui se sent mieux. Ça y est, j'accepte la situation. J'accepte enfin comment ça fonctionne. Je vous aime et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.